Je vais répéter mon mot de bienvenue rapidement. Bienvenue au webinaire de la Guilde en collaboration avec INSECM sur la protection des renseignements personnels et la loi 25. Donc, bienvenue. Merci de prendre le temps d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, le webinaire va être assez simple et direct avec une période de questions ensuite. Ça devrait prendre 30 à 40 minutes au maximum. Donc, n'hésitez pas à prendre en note vos questions, à poser vos questions également. En lien avec votre réalité dans le secteur du jeu vidéo. Donc, les formateurs qui sont présents avec nous sont au courant de votre réalité, savent quel type d'entreprise vous êtes, de quelle taille aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas là, à poser des questions sur votre réalité, sur vos projets, sur votre entreprise. Puis, je vais passer la parole donc à Rémi et à Thomas qui vont prendre en charge cette présentation puis qui vont pouvoir vous démystifier vos obligations en tant que PME, en tant qu'entreprise en lien avec la loi 25. Donc, je vous remercie encore une fois d'être présente. Puis, je vous passe la parole, Rémi et Thomas. Merci bien. Pour commencer, je vais juste laisser Thomas se présenter, puis comme ça, après, je me présenterai moi-même et je pourrai enchaîner sur la présentation. Parfait, merci Rémi. Alors moi, je profite que nos bureaux sont en mode enregistrement. Vous voyez les micros et tout là. On est en pleine organisation de webinaire, notamment sur ce sujet de la loi 25. Donc moi, je suis Thomas Venachter, je suis le CEO de NeoTrust ici au Canada. On est basé dans le Mile End, donc probablement pas très loin de quelques studios là qui sont présents aujourd'hui. On fait du conseil en cybersécurité et un des sujets sur lequel on est beaucoup sollicité actuellement, c'est la mise en place de la loi 25. Donc, on travaille principalement avec des PME. Moi, je fais partie des fournisseurs INSECM, donc c'est d'où ma présence ici aujourd'hui. On fait pas que ça, mais aujourd'hui, je vais surtout rester collé à ce thème qui est très important. Il y a plusieurs jalons qu'on va vous présenter et puis il y a plusieurs enjeux. Donc voilà, c'est ça. Je rends la main à Rémi et puis je vous souhaite. J'espère que vous allez avoir plein de questions. On va essayer de répondre au maximum. Du coup, enchanté tout le monde. Moi, c'est Rémi Douville. Je suis le chargé de projet Maloi 25 pour INSECM. Je reviendrai sur qu'est-ce que c'est que ce fameux projet un peu plus loin. Pour l'instant, on va vraiment attaquer le vif du sujet sur qu'est-ce que c'est que la protection des renseignements personnels et pourquoi c'est une préoccupation pour le Canada et pour le Québec. Aujourd'hui, les données, il y en a de plus en plus. Au niveau des jeux vidéo, je vais pouvoir tourner avec tous les jeux vidéo qui sont en ligne ou tous vos clients qui vont vous donner de la donnée par rapport à eux. Donc, vous en avez de plus en plus. Ça se crée très rapidement des comptes. Il y en a de plus en plus de toute façon. Et du coup, ça devient un point important d'attaque pour tout ce qui est hacker et cyberattaquant. C'est des points assez simples et pas assez protégés. Donc, le Québec et le Canada ont décidé de mettre en place une loi, donc la loi 25. Donc, le Québec aujourd'hui reste en avance, étant donné que la loi 25 est une des premières lois à être sortie au Canada. Et du coup, ce qui est important à retenir dans cette loi, c'est ça, un renseignement personnel. Le renseignement personnel aujourd'hui, c'est tout ce qui va concerner une personne, que ce soit une adresse physique, que ce soit son nom, son prénom, son adresse mail, son adresse IP, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce qui va permettre de le relier directement ou indirectement à lui. Aujourd'hui, si vous avez juste son âge, son nom, son prénom, et peut-être même pas son nom, juste son prénom, et puis une ou deux choses à côté, que vous arrivez à remonter jusqu'à la personne, ça veut dire que la donnée personnelle n'est pas assez anonymisée et que c'est une donnée sensible pour elle. Aujourd'hui, il y a des particularités. Je vous ai parlé d'anonymisation, de données sensibles, de dépersonnalisation. Ça va permettre tout simplement en fait, de jouer avec ces données, de pouvoir garder celles qui vous sont réellement utiles et pouvoir justement vous débarrasser des moins utiles. Pour récupérer ces données, on a besoin d'une chose, c'est le consentement. Il est de plus en plus actif un peu partout. De toute façon, vous devez le remarquer sur notamment beaucoup des sites web québécois qui ont commencé à mettre le fameux cookie click qui permet d'avoir le consentement manifeste, libre et éclairé des personnes sur le fait de récupérer leurs données en ligne. Bien sûr, il est toujours pour une durée limitée. La donnée, encore une fois, n'est pas utile au-delà d'un certain temps. Garder de la donnée pendant très longtemps, ce n'est pas forcément utile. Donc, il vaut mieux s'en séparer ou tout simplement l'anonymiser, la mettre un peu encore plus en sécurité, etc.
Aujourd'hui, vous devez informer au maximum vos clients et puis même en fait les personnes avec qui vous travaillez. C'est-à-dire qu'on doit toujours leur dire à quoi vous servez les données, comment on les collecte, qui peut y toucher, comment ils peuvent eux-mêmes intervenir sur leurs données, donc les modifier ou tout simplement retirer leur consentement, dire qu'on ne veut pas, ou alors carrément que vous supprimiez toutes leurs données. Ça, c'est des choses importantes, c'est vraiment le plus important de la loi 25 même. Je vais revenir rapidement sur les points de la loi 25 qui sont importants et prioritaires à faire chez vous en interne. On va parler de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit nommé par un courrier, une lettre, un Word qui est présenté aussi à toute l'entreprise. Sinon, en attendant, en fait, c'est votre directeur qui est responsable de la donnée. Et tout simplement, on va se retrouver avec le souci que s'il y a le moindre problème, c'est votre patron qui va avoir de toute façon, tout va lui retomber dessus. Mais surtout, en fait, il n'aura rien mis en place ou les choses qui n'ont pas été mises en place, ça reviendra absolument sur lui. C'est pour ça qu'il faut nommer un responsable et lui donner du temps et des moyens pour pouvoir mettre en place la loi 25. Qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Notamment pas mal de pratiques et de politiques qui encadrent la gouvernance des données, que je parle de suppression, que je parle d'anonymisation, qu'on parle de collecte ou tout simplement de vie de la donnée. On va devoir absolument créer ces politiques et les respecter. Il va falloir faire des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à faire, que vous pouvez trouver, je crois bien, un exemple sur le site de la CAI, la Commission de l'accès à l'information du Québec. Mais en fait, c'est tout simplement une évaluation de risque par rapport aux données, qui est quelque chose à faire à partir de septembre 2023 si vous avez tout changement sur votre SI, donc système d'information ou autre. Maintenant, il y aura aussi tout ce qui est pratique pour répondre aux incidents de confidentialité, les gérer et les répondre. Donc, c'est des pratiques à mettre en place en interne pour pouvoir gérer, assumer et puis surtout mettre en place de nouvelles mesures de sécurité suite à des incidents. Donc, ces mesures de sécurité que vous allez devoir mettre en place, ça peut être pour protéger les données personnelles, mais aussi pour améliorer votre cybersécurité au passage. Plus on va monter de niveau, moins on a de soucis d'avoir de fuites de données et ainsi de suite. C'est un échange. Donc, pour vous parler du côté de cybersécurité, je vais laisser Thomas reprendre la parole. Ouais, très bonne transition, Rémi, merci. En gros, comment on peut identifier la loi 25? C'est un peu comme le socle de cybersécurité. En gros, la loi 25 ne va pas nous permettre, malgré toute la portée et toutes les actions qu'on va faire, d'être robuste par rapport à toutes les attaques. Maintenant, elle va permettre aux entreprises et notamment aux PME d'avoir cette base nécessaire à la sécurité. Aujourd'hui, on est tous des humains, on entend parler de fuite de données partout, la plus célèbre étant quand même celle de Desjardins qui remonte déjà à 2019. On voit les conséquences aujourd'hui. En gros, il y a quand même des grosses mesures qui ont été mises en œuvre. Il y a eu des pénalités financières. Il y a des recours qui sont faits. Donc, il y a tout un enjeu en termes de cybersécurité autour de cette loi. Aujourd'hui, en fait, quand on parle de protection des données, spontanément, on peut avoir en tête antivirus, EDR, gestion des droits, d'accès, qui accède à quoi. Plein de questions peuvent se poser, mais la vraie question, c'est en gros, quelles sont les données que je dois protéger, et dans ce sens-là, quelles sont les données que je peux éliminer. Je pense qu'on peut passer au point suivant. Quand on parle de données personnelles, on s'entend que, comme l'a dit Rémi, c'est des données qui permettent d'identifier une personne. Identifier une personne en soi, c'est pas très grave. On peut lui envoyer de la publicité, c'est pas spécialement autorisé, mais on peut aussi nuire à son image. La combinaison nom-prénom, quand elle est dans le scope typiquement de, je sais pas, j'ai acheté quelque chose sur un site de vente, en gros, on va identifier une personne qui peut avoir des homonymes. Si on rajoute à cette composante la date de naissance, on devient un peu plus précis. Si on rajoute encore d'autres composantes comme le lieu de naissance, etc., on devient très précis.
Il faut, comme le disait Rémi, en fait, l'évaluation du risque, elle dépend du contexte par rapport à ces données personnelles. J'ai un exemple en tête. Par exemple, une entreprise qui va donc vendre des objets sur Internet ou des services que tout le monde peut acheter ou tout le monde accède avec un nom prénom. Si la donnée fuite, c'est pas très grave. Maintenant, si on se projette sur un site avec des photos ou des relations non souhaitées, voire des sites non protégés, ce nom prénom n'a pas la même valeur et la faculté de nuisance peut être très importante. On s'entend que dans le domaine du jeu vidéo, il y a aussi, quand même, comme disait Rémi, énormément de manipulation de données. On doit pouvoir identifier qui joue à quoi. Il y a des pseudonymes, mais malgré tout, on arrive à faire des corrélations avec potentiellement des adresses IP qui vont être relevées pour identifier sur quelle langue doit être positionné le jeu. Toutes ces données-là, en fait, c'est des données qui permettent d'identifier une personne, qui vont être propres à une personne et qui doivent être protégées. Quand on parle de protection des données, bien évidemment, on parle de mesures de protection type antivirus, mais on parle aussi d'identifier le processus qui est autour de toutes ces données. Comment on prend la loi 25 ? On le prend comme un processus relativement simple. D'abord, on doit identifier toutes les données qu'on collecte. Alors, ça peut paraître idiot de se dire ça, mais typiquement, aujourd'hui, on a tous des sites Internet. Est-ce qu'on a branché Google Analytics dessus? Est-ce qu'on fait de la collecte implicite? Voilà, tout le monde ne sait pas répondre à ces questions-là et c'est le point de départ. Donc, on va partir par un inventaire de tout ce qu'on collecte et puis on va aller décrire à quoi servent ces données, quelle est la finalité, et puis derrière, en fonction de quel type de données on récupère, des données comptables par exemple, on va pouvoir identifier tout un processus qui va nous permettre, pendant le cycle de vie, de bien les protéger, de donner l'accès aux bonnes personnes, et puis derrière, de les détruire en temps voulu, une fois les 7 ans passés de conservation. Donc, on a cette phase d'identification des données, on a une phase de protection où on va mettre en place des restrictions d'accès, où on va mettre en place des protections réseau. Et puis, on va quand même, une fois qu'on a mis tout ça en place, on va avoir besoin de mettre en place des mesures de détection. Ces mesures de détection, il y en a plusieurs. Il y a tout ce qui va être EDR, donc l'extension d'un antivirus, un antivirus dit intelligent qui va pouvoir faire de l'analyse comportementale ou d'autres mécanismes basés sur l'analyse de logs, donc tout ce qui va être journalisation, détection de comportements anormaux. Et puis, une fois qu'on a mis en place cette phase de détection, comment on répond à tout ça? Donc, forcément, il va y avoir des processus derrière. Une fois que j'ai détecté qu'on a tenté ou on m'a volé des données personnelles, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable d'identifier quelle a été la portée des données qui ont été volées? Quelles sont ces données? Et surtout, est-ce que je suis en capacité ou est-ce que je dois prévenir mes clients qu'il y a eu une perte ou un vol? Donc, tout ça, c'est des processus à mettre en place qui vont faire partie de la politique de sécurité et qui vont être, transmis au sein de l'entreprise pour que tout le monde soit au courant que s'il arrive ce genre de comportement, voilà ce qu'il faut que je fasse. Tout ça va être délégué à un responsable des données personnelles, mais il faut quand même garder en tête que même cette délégation à un responsable des données personnelles, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, le responsable final, c'est quand même le gérant de l'entreprise. À lui de mettre en place les bons processus, de donner les moyens de mettre en place tout ce qui va bien. Et puis, dans cette protection des données personnelles, la dernière phase, bien évidemment, si jamais on est face à un ransomware et que les données ont été complètement bloquées, c'est comment je les récupère, parce que, mine de rien, la loi s'applique quand même ensuite. J'ai collecté des données. Est-ce que si demain, un utilisateur vient me voir en me disant qu'est-ce que tu as comme données sur moi, même si elles sont chiffrées, je suis quand même propriétaire des données que j'ai collectées. Donc, j'en ai parlé brièvement, mais l'une des phases vraiment très importantes, grosso modo, c'est de se dire qu'est-ce que je fais en cas d'incident. En cas d'incident, j'ai des données qui ont été exposées. Par exemple, je travaille pour 2 clients différents, je développe sur 2 jeux vidéo différents. Et puis, à un moment donné, les données se sont retrouvées dans le même répertoire. Qu'est-ce qui se passe?
le client A a pu accéder aux données du client B, vice-versa. Il y avait des noms, malheureusement, parce qu'il y avait des devis dedans, donc il y avait des noms dedans. Ah, on est dans le cadre professionnel, c'est une fuite de données, mais c'est pas très très grave dans le cadre de la loi 25 parce que les données professionnelles sont protégées. Maintenant, si j'ai beaucoup de données et que grâce qu'à cause de ce partage, j'arrive à remonter plus loin, je peux avoir une fuite et un incident de sécurité. Donc, dans ce cas-là, on se demande qui a eu accès aux données, combien de données ont été volées, quelles sont les données qui ont été volées. Un élément important, et quand on parlait de journalisation, c'est quand est-ce qu'elles ont été volées, parce qu'elles peuvent être exploitées des fois plusieurs mois après. Où est-ce qu'elles ont été exploitées, où elles étaient stockées, est-ce qu'elles étaient à plusieurs endroits, est-ce qu'il y avait des sauvegardes, etc. Et puis, une question très importante en termes de cybersécurité, d'où les enjeux de cybersécurité, c'est pourquoi on me les a volées. Généralement, on ne vole pas quelque chose qui n'a pas de valeur. On va voler quelque chose qui va avoir de la valeur, qui va être qu'on va pouvoir revendre à d'autres malfrats pour venir soutirer soit de l'argent, soit de la notoriété. En fait, voilà, la finalité, elle est aussi importante que juste qui a volé les données. Donc, je vais arrêter mon partage à ce moment-là, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit tous avoir en tête autour des données. La donnée la plus facile à sécuriser, on s'entend que c'est celle que l'on ne possède pas ou celle qu'on n'a plus. Donc, en gros, quand on est, si on se projette un peu dans notre vie du quotidien, notre tendance à vouloir conserver des choses en disant ça va pouvoir me resservir un jour. Quand on parle de données, on fait exactement les mêmes choses. On conserve des courriels pendant plusieurs années, des courriels dans lesquels on va avoir des informations personnelles. Et puis, un jour, ce courriel va tomber dans les mauvaises mains et puis on va avoir une fuite de données. Donc, mettons en place les bons processus et les bonnes façons de faire, comme on pourrait le faire dans la vraie vie si on ne veut pas avoir à acheter une maison de plus en plus grande à chaque fois. Supprimons nos données quand on n'en a plus besoin et celles dont on n'a pas besoin, ne les collectons pas. Merci beaucoup, Thomas. Je vais reprendre du coup, encore une fois, je vous en ai parlé de la loi 25 en vous disant que le Québec est à l'avant-garde, tout simplement parce que le Québec a été le premier à imposer, en s'inspirant de la RGPD européenne, une loi, donc la loi 25, pour forcer le renforcement de la protection des données au sein des organisations de tout le Québec. Ils sont en avance aussi sur le Canada en entier, tout simplement parce que le Canada a une loi qui s'appelle la C27 qui est en cours de vote actuellement. Donc, ils sont en train de finir les dernières petites rectifications dans la loi, mais elle viendra s'appliquer en couche supplémentaire, donc par rapport à la loi 25 sur tout le Canada pour la protection des données. Il faut se dire que cette loi, quand même, elle est rentrée en vigueur en 2022. Donc, en fait, depuis septembre 2022, il y avait des choses à faire. Septembre 2023, une deuxième phase et une dernière phase qui est en septembre 2024. Et tout ça va avec les sanctions financières que le Québec veut mettre en place, a mis en place d'ailleurs, tout simplement. À partir depuis le septembre 2023 même, la CAI, du coup, a certains pouvoirs, notamment celle de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la loi 25 ou qui n'ont pas mis en place la loi 25 ou pas suffisamment à leurs yeux. Donc, aujourd'hui, la sanction la plus haute sera de 25 millions de dollars ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Aujourd'hui, ça peut être plus rare quand même de prendre 25 millions de dollars, on ne va pas se mentir. Mais ce qui peut se passer, c'est tout simplement en fait des amendes qui vont se cumuler. Donc, par rapport à une politique qui n'aurait pas été rédigée ou un manque de la part de l'entreprise sur la loi 25. Donc, en fait, vous allez prendre certainement une amende de 10 000, 20 000, 30 000 à droite, plus 15 000 ici, plus 20 000. Et puis, en fait, voilà, les chiffres vont un peu exploser de cette manière-là. Faut se dire aussi que du coup, les grandes sociétés ont déjà mis en place leur loi 25 et sont quand même beaucoup plus avancées là-dessus. Et il y aura certainement des retombées sur les autres derrière. Ce qui se passe du coup suite à ça, en fait, le Québec, ils ont donné à INSECEM, donc INSECEM qui est la grappe canadienne de la cybersécurité. Ils ont aidé à concevoir un programme pour aider les PME
en le subventionnant, bien sûr. Et en fait, c'est un programme qui vise à aider 25 000 organisations d'ici 1 an et quelques encore. Et tout ça en passant par des experts en cybersécurité qui vont tout simplement servir de fournisseurs et vous aider en vous accompagnant pendant actuellement 12 heures plus 2 heures de formation. Donc 12 heures d'accompagnement et 2 heures de formation afin de vous conformer à la loi 25. Comment ça se passe? En fait, tout simplement, vous pouvez aller sur le site de ma loi 25 si vous le souhaitez, puis arriver en fait à le tarif qui sera affiché est subventionné de 1 100 $. À partir de ce moment-là, vous avez un autodiagnostic qui va vous permettre de vous rendre compte un peu de où est-ce que vous en êtes dans la loi 25 et qui va permettre aussi d'aider le fournisseur par la suite à vous guider sur les choses les plus importantes à cibler dès le départ. Et puis ainsi de suite, vous mener vers cette fameuse conformité. Le programme est accessible, du coup, comme je disais, sur maloi25.ca. Et puis, du coup, je suis entièrement à vous pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Rémi, Thomas. Donc, n'hésitez vraiment pas. On a 2 experts en cybersécurité et sur la loi 25 qui sont présents. Donc, levez votre main, posez vos questions dans le chat. Soyez pas du tout gênés sur votre entreprise, sur votre projet de jeu. On est là pour vous aider. Peut-être pour... Merci Sébastien. Sébastien. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Je me posais la question. Ça, c'est pour le Québec. Il y en a une qui s'en vient pour le Canada. Et je présume que les autres entreprises doivent se conformer à la loi 25 au Québec, celles qui viennent de l'extérieur. Et aussi, nous, au Québec, si on a la loi 25, il doit exister d'autres choses à l'extérieur du Québec qu'on doit se conformer. Puis, vu quand on a une entreprise dans les jeux vidéo, on est tellement mondial qu'on doit se conformer à toute la planète. Ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a des équivalents que vous pouvez nous dire, OK, dans le cadre de la loi 25, comment qu'on peut être global aussi en même temps? Alors oui, en fait, il y a des équivalents en Europe. Par exemple, il y a le RGPD qui est arrivé quelques années avant. Aux États-Unis, il y a pratiquement dans chaque État un équivalent. Il n'y a pas de standard. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est où vont être stockées les données personnelles. Et c'est un moyen de répondre à cette question pour limiter surtout. Aujourd'hui, là, avec les accès infonuagiques qu'on a tous, on a la capacité de savoir où sont stockées les données. Alors, pas toutes, forcément, mais en tous les cas, les données qu'on va récupérer de nos clients, on a la capacité à pouvoir les centraliser. Et la meilleure façon de faire, en fait, c'est de pouvoir les centraliser au Canada. La bonne nouvelle, c'est que globalement, la loi 25 qui arrive maintenant, il y aura un effort supplémentaire à faire pour la C27, mais il va être extrêmement léger parce que le Québec fait partie des premiers à avoir fait une loi sur la protection des données personnelles. Il n'y a que 3 provinces qui ont franchi le pas au niveau du Canada. Et donc, ces provinces sont en avance sur les autres. Donc, il n'y aura pas de sur-mesure à faire significative par rapport à l'application de la loi fédérale. Donc, l'idée, c'est un peu ce que je disais au départ, c'est de bien identifier les données qu'on collecte et puis de savoir où on les collecte et où est-ce qu'on les stocke. Ça va être un bon point de départ. Sinon, en effet, on peut devenir tributaire de toutes les législations de toute la Terre et puis passer notre temps avec plusieurs experts à essayer de mettre les lois en place et puis finalement ne jamais être, en conformité par rapport à toutes ces législations. Pour revenir à ta question, Sébastien, je vais compléter ce qu'a dit Thomas. En fait, la loi 25, elle est faite pour pouvoir justement travailler avec la RGPD. C'est-à-dire que l'effort supplémentaire, normalement, il n'est pas censé se faire de passer de la loi 25 à la RGPD. Il est censé être complémentaire. C'est-à-dire que du coup, tu vas pouvoir travailler normalement avec toutes les sociétés européennes en disant que moi, j'ai la loi 25 qui est égalitaire à la vôtre. Ils vont regarder certainement si tu as peut-être 1 ou 2 mesures à rajouter ou justement, tu as peut-être 1 ou 2 mesures en trop par rapport à eux ou eux ont des mesures à rajouter et on va pouvoir revenir lisser le tout. Est-ce que ça répond bien à ta question?
Oui, je pense que ça répond assez bien. Donc, on peut se synchroniser, puis ça évite de se perdre dans les détails. Le RGPD semblait quand même accessible puis assez grand, puis beaucoup de gens à travers la planète qui se suivaient là-dessus parce que je pense qu'il était parmi les plus élevés là, en termes d'exigence, là, l'impression que j'avais. Donc, mais oui, ça répond à ma question. Merci. C'est top. Merci, Une petite, Sébastien. On a- peut-être. Vas-y, Emilien, excuse-moi. j'allais juste dire qu'on a une demande de Natalia dans le chat qui demande Does this law apply also if the information is collected by a third party, example Steam or Shopify? Parce que beaucoup de ces données-là sont déléguées à travers ces plateformes-là. If Steam or Shopify send you the information of this client, you have to respect the law. And so if you collect this information after a third party, it's not is your problem. The data is your problem at this moment. So you have to apply the law 25 on this. OK, parfait, merci. Bon, j'aurais pu te la faire en français du coup, mais si tu veux. Ah ouais. Je savais pas, j'ai vu que tu l'as mis en anglais. En fait, si ta loi, si la donnée elle arrive sur Shopify, en soi, c'est toi qui as le Shopify derrière. La Oui. donnée, tu la vois, donc certainement, si tu te fais un export ou quoi que ce soit, et que derrière, tu as peut-être des adresses mail que tu vas avoir pour pouvoir renvoyer à ces personnes-là des choses, c'est de la donnée que tu possèdes. OK, j'ai Mais compris. normalement, ces plateformes-là, comme Steam, Shopify, tu prends du Facebook ou même des autres plus gros, là, ils ont tous mis en place ces fameuses lois, notamment RGPD, ou sinon ont pris des amendes pour pouvoir justement se remettre dans le droit chemin. On retient Meta qui a pris 2 milliards d'euros d'amende en Europe. Peut-être pour compléter la partie sur les tiers, il y a quand même une chose importante à voir aussi, c'est que dans le mécanisme, généralement les États laissent du temps aux compagnies pour se mettre en conformité. Donc, comme le disait Rémi, les grands groupes vont mettre une équipe complète pour le faire et puis vont être en conformité dans les temps. Dans les faits, les petites structures ont moins de travail à faire, mais elles ont d'autres priorités, donc elles vont finir par le faire. Dans les États où c'est en place depuis un petit moment, c'est les grands groupes, demandent à leurs tiers de respecter ces lois-là et demandent des preuves de respect. Si on prend en Californie ou même en Europe, il y a des grands groupes qui refusent de travailler avec certains tiers parce que soit ils ne sont pas conformes avec la loi californienne, soit ils ne sont pas conformes avec le RGPD. Et donc, ça peut avoir un impact direct sur notre business. Donc, c'est important de le prendre en compte. Il n'est jamais trop tard pour bien faire au niveau de cette loi-là, même s'il y a des sanctions qui sont là. L'idée, c'est quand même de se mettre dans une démarche où on va enclencher les différents travaux de telle manière à pouvoir soit atterrir, comme le disait Rémi, à septembre, au 22 septembre 2024, soit dans cette zone-là. Mais en tous les cas, il faut avancer et ça limite le risque que des gros clients, grosso modo, nous disent je ne veux plus travailler avec toi parce que tu ne respectes pas cette conformité. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Commentaire? N'hésitez pas. Julien. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je me posais la question à quel point certaines informations ont de la valeur ou pas. Parce que tu parlais de fuite d'informations, mais si par exemple j'ai une liste d'emails comme ça je peux contacter les gens qui sont inscrits à une newsletter, etc. Est-ce que je dois protéger ça s'il y a juste l'email, ou est-ce que et puis si oui, comment? Alors, je vais reprendre juste pour la toute première partie. Oui, si c'est juste un email, c'est important de le protéger. Aujourd'hui, les emails, si tu prends un Google Email, tu peux retracer aussi jusqu'à son adresse IP et puis redescendre la totalité. Il laisse beaucoup trop de données passer. Pour revenir sur pourquoi la protéger, cette donnée, et jusqu'où elle va, en fait, ta sensibilité. Si tu es dans une entreprise, normalement, si tu as plusieurs personnes qui travaillent avec toi, tu as des NAS, très certainement. Et puis, du coup, c'est de la donnée qui est extrêmement sensible ici au Québec, le NAS. Et
tu peux pas varier d'une donnée à une autre. Comme Thomas a pu donner dans son exemple, si de la donnée, elle fuite, aujourd'hui, ton adresse mail, ça va, c'est parce que tu joues à des jeux vidéo. Mais en fait, si cette adresse mail, elle est reliée ou l'adresse mail est un peu limite, on va dire, si la personne s'appelle daddy69@gmail.com là, et puis qu'elle est reliée au prénom de Rémi Douville, c'est un peu compliqué si ça fuit, tu vois. De savoir que j'ai une adresse mail un peu limitless là, et puis après moi c'est le niveau du personnel, si ça s'apprend ou si ça fuite ou qu'on vient me faire du chantage en me disant à ta place, je peux mettre ça sur LinkedIn, je peux mettre ça à ton boulot, je peux mettre ça dans l'école de tes enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, c'est là où tu vas devoir gérer sur la sensibilité de ta donnée en fonction de ce que tu as en face. Aujourd'hui, si tu as juste mon nom et mon prénom, en soi, savoir que je suis un gamer, ça ne me pose pas de problème. Là. Moi, on peut l'annoncer au monde entier, ça ne pose pas de souci. Et puis, Comment les protéger, ça va être pour Thomas, cette deuxième partie. non, et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que tu parles d'adresse email, c'est intéressant comme sujet parce qu'aujourd'hui, la plupart des attaques cyber, on a l'impression que c'est des petits génies qui les réalisent, mais le 80 ou 85% des attaques qui sont réalisées partent d'un mail de phishing. Donc, on évalue en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de statistiques qui sont données, mais il y a quand même 3 pour 1000 personnes qui répondent au phishing. Donc, le pouvoir de nuisance autour des adresses mail est quand même assez important. Et puis, dans le cadre où aujourd'hui, on a du mal à contrôler dans nos entreprises l'utilisation des adresses type, nous, on est à commercial neotrust.quelque chose, suivant notre localisation. On a du mal à maîtriser que les personnes dans l'entreprise n'utilisent pas cette adresse professionnelle à d'autres fins pour passer des commandes sur un site, etc. Donc oui, les adresses email, il faut vraiment les protéger. Comment on les protège? On les protège de plusieurs façons. On a parlé de la loi 25, donc il y a un cycle de vie. Donc il faut, quand on envoie des newsletters, ne pas oublier de mettre le bouton unsubscribe ou des inscriptions, pour que les personnes puissent sortir de la liste dans un premier temps si elles ne désirent pas être dedans. Et puis après, la manipulation de ces données, elle doit se faire au travers soit de partage, soit d'un CRM, j'imagine, d'un outil pour gérer les utilisateurs sur lequel on va mettre les bonnes mesures de connexion dessus, donc du multifacteur avec un mot de passe, etc. Donc, concrètement, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être mises en place. Et puis, en termes d'utilisation, c'est donner l'accès à qui doit y avoir accès. Je ne sais pas si, Julien, ça répond à ta question, mais il y a des mesures assez simples qui permettent de garantir l'utilisation de ces adresses email. Je comprends, merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? N'hésitez pas. Peut-être une dernière question pour nos panélistes? On dirait que non. Moi, Donc, il y a une question de Marc. Oui, j'aimerais savoir si toutes les données qu'on consulte constamment et qui sont stockées chez nous doivent être chiffrées à tout moment. Toutes les données qu'on consulte. Tu as un exemple, là, c'est plus un domaine de la cybersécurité, là, grosso modo. Adresse courriel pour les newsletters, adresse postale pour les facturations, des choses comme ça. Alors, tout dépend comment tu les stockes après derrière. Si tu les mets sur un Google Drive sur lequel tu as géré tes accès, c'est mieux de les chiffrer, mais c'est pas nécessaire. Je dirais qu'en ce qui concerne le chiffrement, l'une des principales choses qu'on doit faire et qu'on peut faire et que peu de personnes font finalement, c'est dans les cadres d'échange d'adresses courriel ou dans le cadre d'échange de courriel où par exemple tu vas échanger un CV, où tu vas échanger une proposition commerciale ou une promesse d'embauche, etc. Souvent, tu envoies le courriel en clair et en face, la personne le reçoit en clair et puis tu sais pas trop ce qui se passe derrière. L'idée, c'est on peut mettre du chiffrement entre les deux personnes avec des clés symétriques partagées, etc. Mais déjà, ces données-là, les mettre dans un fichier zip avec un mot de passe, on augmente le niveau de sécurité parce que c'est pas tout le monde qui va savoir aller craquer ce mot de passe. En ce qui concerne chez toi, je vais avoir du mal à te répondre parce que ça nécessite de savoir est-ce que tu es sur le cloud, est-ce que tu as tes serveurs chez toi, etc. Mais très rapidement, en fait, avec quelques questions, on est capable de mettre le curseur au bon niveau en termes de cybersécurité et puis de faire en sorte que si tu as des données qui ne sont pas protégées, pas chiffrées, de mettre en face un mur, un firewall, qui va te permettre de bloquer ça, gérer tes accès VPN, tes accès distants.
Donc, il y a plein de mesures qui sont simples à mettre en place, mais qui permettent d'être, entre guillemets, plus sécurisé que le voisin. Je finirai là-dessus, je pense. En fait, voler des données, c'est comme voler une voiture ou une maison. Bon, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais j'imagine que les voleurs vont là où c'est le plus simple. Donc, si on a une voiture qui est les fenêtres ouvertes avec la clé sur le moteur et personne à l'intérieur, c'est plus facile à voler qu'une voiture qui a les fenêtres fermées, les fermetures centralisées et une alarme. Donc, voilà, je pense que c'est un bon point de départ. Et la loi 25 permet de mettre ces briques essentielles pour être plus sécurisé que les voisins et garantir la sécurité des utilisateurs. D'accord, merci. Je vais juste me permettre un petit mot avant de finir. Du coup, pour vous rappeler, donc comme Thomas a pu le montrer aujourd'hui et le démontrer par cette analyse cybersécuritaire, toutes ces choses-là sont fournies donc d'un côté par INSECEM, étant donné qu'on travaille avec des fournisseurs comme Neotrust. Aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de fournisseurs qui ont rejoint mon programme afin d'aider des PME dans votre style, tout simplement, afin de mettre en place cette loi 25. Encore une fois, on a de la chance qu'au Québec, ils fournissent pas mal de subventions pour pouvoir aider les PME à justement passer à travers cette loi, tout simplement. Et aujourd'hui, je vous remercie déjà pour votre écoute là-dessus. Et puis, ne pas hésiter à venir soit sur le site Malo 25 ou à envoyer un mail si vous souhaitez avoir plus d'informations. Puis, merci à Emilien de m'avoir invité et puis de nous avoir permis de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, Thomas. Donc, merci à tous et toutes d'avoir assisté. Je vous rappelle que c'est enregistré, donc si vous voulez y référer plus tard, vous pourrez le faire. Donc, la Guilde vous remercie INSECEM, remercie Rémi, Thomas pour votre expertise, votre participation. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à tous. Merci beaucoup.